Écoutez, bonsoir chers amis. On est 2 minutes en retard, mais c'est pas grave. Les absents ont toujours tort. Je suis sûr que Pyramidas va nous rejoindre. Ce sera exceptionnel. Alors, aujourd'hui, suite à la conférence sur le néoplatonisme, toujours dans une version très très condensée parce que sinon ça nous prendrait plusieurs vies de revenir dans le détail des débuts à la fin de la querelle des universaux, mais on a un peu besoin d'avoir une vision d'ensemble sur le plan de la enfin sur qui a trait à la période médiévale pour avoir finalement les grandes références que Pic de la Mirandole avait en tête. Et je me suis dit, on va introduire aux conceptions philosophiques d'Averroès et de Thomas d'Aquin, voir quelles ont été leurs controverses. Mais je précise, vu que le sujet est très vaste, déjà Averroès en soi, il y a eu énormément de travaux très précis en la matière et en grand nombre. Thomas d'Aquin, je n'en parle même pas. Voilà, sans compter ses œuvres à lui. Donc ce soir, ce sera un condensé et ce sera uniquement sur l'aspect philosophique qui a trait à la querelle des universaux. Donc on ne verra qu'une petite partie du spectre de leur œuvre voilà, et de ce qu'ils ont laissé de leur héritage. Mais ça va être important pour comprendre un peu, comme je vous l'ai dit, le paradigme philosophique de Pic de la Mirandole. Et ce sera l'occasion de présenter un peu Thomas d'Aquin et Averroès, et de revenir sur la querelle des universaux. Et c'est par ça d'ailleurs que je vais commencer et faire un petit rappel. En fait, cette question de la résurgence de la querelle des universaux au Moyen Âge, elle a intéressé énormément de spécialistes, de philosophes, parce que dans le monde intellectuel latin de l'époque, Platon et Aristote en eux-mêmes étaient plutôt mal connus. C'est dans l'Occident latin, aux confins des XIe et XIIe siècles, que le problème de Porphyre est devenu la querelle des universaux. Et c'est là où je vais apporter une précision très importante, et je donnerai des références bibliographiques à la fin, donc c'est aussi pour ça que c'est bien si vous êtes là ce soir, parce que vous aurez un peu quelques références si vous voulez continuer à creuser la question par vous-même. C'est qu'en fait, la résurgence de la querelle des universaux au Moyen Âge est liée au legs porphyrien. Alors, si vous étiez là la dernière fois, vous savez que Porphyre, c'est l'élève de Plotin. C'est par lui qu'on a l'œuvre de Plotin, les Énéades, tout ça. C'est lui qui a fait le travail d'édition des œuvres de son maître. Et en plus de faire ce travail d'édition et d'écrire la vie de Plotin, il rassemble quelques éléments sur la biographie de Plotin, mais qui sont assez maigres. Plotin, finalement, c'est assez peu de choses dessus. Bonsoir Béchamel, tu n'as quasiment rien loupé, donc aucun problème. Et bien, en plus de ça, Porphyre a rédigé l'Isagogée. Isagogée. Mais on va dire Isagogée, on va franciser le terme. L'Isagogée, en fait, c'est un texte qui a été traduit par Boès au VIe siècle, donc en latin, et c'est par cette traduction latine que les auteurs du XIe, XIIe siècle connaissaient ce texte. Et le problème, c'est que l'isagogée pose beaucoup de problèmes philosophiques. Qu'est-ce que l'isagogée? En fait, c'est une simple introduction, à la base, hein. Porphyre l'a rédigé comme une simple introduction aux catégories d'Aristote. Et vu que Porphyre était un néoplatonicien comme Plotin, il avait déjà un rapport, je ne vais pas dire critique, mais il avait sa vision des problèmes aristotéliciens. Donc c'est une introduction déjà pose des problèmes philosophiques tout en introduisant Aristote. Sauf qu'à la période médiévale, l'isagogée a été transmise, et de l'œuvre d'Aristote, très peu de choses. Donc les médiévaux du XIIe et encore au XIIIe siècle n'avaient pas conscience que l'isagogée était à la base une simple, entre guillemets, je dis simple, je mets beaucoup de guillemets, une simple introduction aux catégories d'Aristote. Et c'est à partir des problèmes soulevés dans cette introduction énormément de discussions philosophiques vont avoir lieu et vont un peu stimuler l'Occident latin au XIe, XIIe et dans une moindre mesure au XIIIe siècle. Et donc c'est assez important. Et ce constat-là a énormément interrogé des philosophes postérieurs, notamment Heidegger, qui se demande ce que signifie l'interminable temps d'incubation qui sépare l'origine de la philosophie de l'énoncé du principe de raison. Selon lui, rien n'est sans raison. Le principe de raison, pour la première fois, a été atteint sous cette forme et spécialement examiné dans l'horizon des méditations que Leibniz, au XVIIe siècle, a pu mener à bonne fin. Donc en gros, ça a beaucoup interrogé et Hegel lui-même s'est beaucoup posé cette question, comment en fait il y a eu cette espèce de hiatus dans la philosophie occidentale entre, on va dire, le VIe siècle et le XIe, XIIe siècle. Donc pourquoi il y a eu ce hiatus de 500 ans, ce temps d'incubation du principe de raison, pourquoi tout
redécolle. Et vous allez voir que c'est aussi une question, à la fois une question philosophique au sens large, mais c'est aussi une question liée aux manuscrits et aux textes disponibles, hein, comme je vous l'ai un peu signifié avec Lisa Gauger. Bref. Donc, que signifie ce temps d'incubation du problème de Porphyre? Et là, je reviens un peu à Heidegger très brièvement. On a deux réponses. Donc, pour lui, pour Heidegger, c'est soutenir que c'est l'esprit du XIIe siècle qui a conduit à la découverte du problème de Porphyre comme problème, ce qui serait aussi juste que c'est la découverte également du problème de Porphyre comme problème qui a d'abord imprimé sa marque sur l'esprit du XIIe siècle et des siècles suivants jusqu'à nous-mêmes et encore au-delà de nous. Donc en fait, c'était un peu une grande circonspection générale sur voilà, comment interpréter ce temps d'incubation de la raison. Bon, c'est une formulation assez alambiquée, mais je pense que vous m'avez compris. Est-ce que je passe un peu là-dessus? Oui, je pense que ce sera un peu, ce sera un peu, ouais, ce sera un peu long si j'inclus cette partie-là. J'en reviens directement un peu à l'état des lieux au XIIIe siècle. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas du tout apporter d'informations biographiques sur Thomas d'Aquin Averroès, ça n'est pas vraiment important. Je vais juste rappeler que Thomas d'Aquin, donc italien, hein, étudie le droit canonique à Bologne, qui est alors le phare pour les études juridiques, et ensuite vient étudier la discipline mère, le seul sujet qui compte dans la vie, la théologie, à Paris, et il va devenir maître en théologie et enseignant en théologie à Paris, comme vous le savez bien. Et il a une position ambiguë vis-à-vis d'Averroès, et je vais essayer de vous faire comprendre sur quel point il le critique ce soir. De son côté, Averroès, vous le savez, philosophe de Cordoue, donc du monde d'Al-Andalus et également du Maroc, un peu voyagé entre les deux, qui a été brièvement, on va dire, persécuté de manière assez légère, mais il ne faudrait pas non plus grossir le trait, parce qu'il avait philosophie, comment dire, des positions philosophiques très claires sur le Coran et la vérité religieuse. Donc on va dire philosophe musulman, qui a pu être inquiété par moments, mais il ne faudrait pas non plus en faire un martyr de la raison, parce que ce n'est pas vraiment le cas, et ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ce soir. Je reviens maintenant à la question primordiale, c'est-à-dire l'état des lieux, parce que les deux philosophes sont Averroès, XIIe siècle, Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, mais les deux on va dire, ont eu une importance très grande au XIIIe siècle. Et on va un peu faire un état des lieux de la querelle des universaux et des positions sur cette querelle au début du XIIIe siècle. Donc un peu avant le choc Averroès, entre guillemets, le choc aristotélicien, enfin le retour de l'aristotélisme. Je schématise à gros traits, mais c'est un peu ça l'idée. Donc en fait, déjà à l'époque, on a des définitions sur cette querelle qui divergent suivant que l'on se situe en Angleterre ou sur le continent. Et c'est une position très intéressante puisqu'on la retrouvera avec les querelles liées au nominalisme, avec vraiment presque des écoles philosophiques britanniques en quelque sorte avant l'heure et des écoles plutôt européennes continentales. Et la plupart de ces écoles se modèlent suivant les trois définitions proposées par Avicenne, qui a eu un impact énorme dans l'Occident latin avant Averroès, qui a même créé un paradigme à lui tout seul, notamment ces définitions qui sont proposées par Avicenne dans la métaphysique du Shifa. Alors Shifa, ça veut dire guérison, c'est parce que Avicenne était médecin et comme Averroès d'ailleurs, leurs intérêts médicaux et leur approche de la philosophie sont assez congruentes, comme on dit. Bref, donc c'est un peu ça le paradigme de l'époque. Et je vais vous en donner un autre exemple, cette fois-ci beaucoup plus proche de nous, c'est le problème des universaux dans le guide de l'étudiant parisien. Alors par parisien, on entend étudiant, ce qu'on appelle à la fois les artiens et donc les bases de la logique, de la philosophie, de l'arithmétique, mais surtout la philosophie et donc indirectement la théologie. Donc c'est pour ça que guide de l'étudiant parisien, c'est plutôt pour vous mettre dans le bain intellectuel que ça signifie. Donc c'est un produit scolaire, ce manuscrit, ce guide, qui est témoin d'un âge assez intéressant pour nous, puisque il témoigne en fait d'une période où l'auteur de ce guide, qui circulait parmi les étudiants parisiens, n'a pas vraiment pris la mesure de la circulation nouvelle des nouveaux textes du XIIIe siècle, avec notamment ces nouveaux textes d'Aristote et leurs commentaires, notamment ceux d'Averroès, qui ont vraiment changé l'histoire intellectuelle de l'Occident médiéval. Donc, dans le guide de l'étudiant parisien, l'auteur mêle allègrement les registres et les concepts. Il fait des universaux la quiddité et l'essence des choses et les dit prédicables de ce en quoi ils sont. Ce sont donc des formes
qui sont comme un certain être divin que l'on trouve en chaque chose. En tant que divin, l'universel est ensuite présenté comme une sorte de lumière ou d'illumination, une puissance rayonnant de la cause première. Défini comme objet confus de l'intellect agent, il est pour finir caractérisé de deux points de vue, en tant que nature dotée d'un être en soi et par soi, et en tant qu'être actuel existant réellement dans les singuliers. Une distinction illustrée par la différence de la lumière prise en elle-même et dans ce qu'elle éclaire. Citons le guide. De même que la lumière demeure à la fois par elle-même et dans les corps qu'elle éclaire en y revêtant un autre être, de même les universaux demeurent par eux-mêmes dans leur essence et reçoivent des singuliers un être grâce auquel ils sont dits en acte. La thèse selon laquelle l'universel est en acte non dans l'intellect mais dans les singuliers, autrement dit dans l'affirmation de l'actualité de l'universel dans la pluralité, est la première forme de réalisme métaphysique aristotélicien apparue après les variations des réalismes du XIIe siècle sur des thèmes empruntés à la Logica Vetus. Donc là, retenez qu'on est déjà dans une optique qui se rapproche de l'aristotélisme et qui rompt avec les querelles du XIIe siècle qui étaient majoritairement on va dire des résidus de néoplatonisme, pour le dire assez simplement, passer à la moulinette du filtre Avicenne pour certains. Il prendra pour de longues années encore la place du ci-devant réalisme platonicien comme adversaire principal du conceptualisme, puis du nominalisme. La coloration néoplatonicienne de cet universel, donc de ce que je viens de vous lire sur le guide, ne s'effacera jamais complètement. Au XIIIe siècle, l'aristotélisme, qui nous intéresse ce soir, avec Averroès et Thomas d'Aquin, aura encore beaucoup de mal à s'affirmer en dehors des diverses formes de replatonisation proposées à des degrés divers par le péripapétisme grec et arabe. Et c'est là qu'on va voir que la doctrine d'Averroès est vraiment, indirectement, elle a apporté à l'Occident latin une connaissance renouvelée d'Aristote via ses commentaires, puisque ma conclusion un peu s'attarder sur quelles ont été les conséquences dans le monde universitaire. Donc là, le gros de la conférence qui va suivre va vraiment détailler les conceptions philosophiques, on ne va faire que ça, donc ce sera vraiment de la philo pure. Et à la fin, je donnerai un peu un contexte sur le monde académique et vous allez voir pourquoi Averroès est important pour l'Occident latin. Puisque on pourrait dire très simplement que Averroès a apporté déjà une connaissance de certains textes d'Aristote qui étaient un peu oubliés dans l'Occident latin, mais pas à Byzance, mais dans l'Occident latin, oui, et surtout des commentaires d'Aristote. C'est notamment comme ça qu'Aristote va être connu de nouveau en Occident latin, c'est par les commentaires d'Averroès. Et on va maintenant du coup s'attarder sur la position d'Averroès, et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Parce que oui, il apporte une connaissance d'Aristote avec ses commentaires, mais vous allez voir que la philosophie d'Averroès, ça n'est pas un aristotélisme pur, puisque le point comment dire, de divergence avec Thomas d'Aquin est le suivant, et je vous le présente, et ensuite je passe à Averroès, mais je vous fais un peu ce bref topo. Thomas d'Aquin va accuser Averroès de, comment dire, de retomber dans les erreurs du platonisme en voulant réfuter Platon. C'est un peu ça la position de Thomas d'Aquin, et vous allez voir qu'elle n'est pas dénuée d'intérêt. Donc j'en viens maintenant à l'universel selon Averroès. La théorie d'Averroès est formulée dans le cadre d'une doctrine de l'âme et de l'intellect caractérisée par les thèses suivantes. Petit 1. L'individu humain est constitué par une âme sensitive individuelle, étendue et unie au corps selon l'être. Petit 2. L'intellect matériel ou possible est une substance séparée et éternelle, séparée du corps, unique pour tous les hommes et qui n'est pas forme substantielle du corps. Ça n'est pas quelque chose qui est corporel en quelque sorte. Petit 3. L'intellect agent est une substance séparée qui a pour fonction d'abstraire les universaux d'images individuelles. Petit 4. La connaissance individuelle s'effectue chez l'homme par l'intermédiaire des images individuelles. Petit 5. Cette connaissance est appelée intellect spéculatif ou théorétique, lequel est individué et corruptible du fait de son union avec les images. Petit 6. Une fois la connaissance humaine accomplie, l'intellect matériel, retenez, s'unit à l'intellect agent et forme avec lui l'intellect acquis. C'est dans cet état que consiste la félicité suprême de l'homme. Cette noétique est en rupture totale avec celle d'Avicenne. Averroès va plus loin que lui dans la séparation de l'intellect, puisqu'il l'étend à l'intellect matériel. Mais surtout,
il abandonne l'hypothèse du donateur des formes et le modèle émanatif de la pensée. Là, qui est un legs d'Avicenne qui est très néoplatonisant sur cette question-là. Également, il propose une nouvelle théorie de l'abstraction. Je continue et ensuite je commente et vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, je vous rassure. Cette théorie est nouvelle parce qu'elle ne présente pas l'abstraction comme une induction abstractive. L'intelligible n'est pas tiré de la perception de ressemblance entre des images, ce qui est un peu un vieux legs platonicien. Selon Averroès, l'intelligible, c'est plutôt le dépouillement d'une image singulière. C'est-à-dire, je n'ai pas le concept d'homme, donc le concept intelligible d'homme, en l'abstrayant d'une pluralité d'images d'hommes singuliers, mais plutôt en retirant à une image singulière tout ce qui la fait singulière. Cette nouvelle nature de l'abstraction commande le rôle accordé aux deux intellects et à l'imagination dans la psychologie d'Averroès. La thèse centrale, et là on en vient au point vraiment pivot, est ce qu'on peut appeler la théorie des deux sujets. Donc là on va citer brièvement Averroès. Puisque intelliger, comme le dit Aristote, c'est comme comprendre par l'essence, et que comprendre par l'essence s'accomplit par l'intermédiaire de deux sujets, il est également nécessaire que les pensées en acte aient deux sujets, dont l'un est le sujet par lequel ils sont vrais, à savoir les formes, qui sont des images vraies, et le second, celui qui fait de chaque intelligible un étang du monde réel, et c'est l'intellect matériel. Il n'y a en cela aucune différence entre le sens et l'intellect, si ce n'est que le sujet du sens par lequel il est vrai est extérieur à l'âme, alors que le sujet de l'intellect par lequel il est vrai est à l'intérieur de l'âme. Alors, j'espère que je ne vous perds pas trop. Je continue et ensuite je vais donner les commentaires. N'hésitez pas à me dire, je vais vous lire, chers amis. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Donc, vous avez compris, ce sera encore plus précis quand je vais poursuivre, mais pour Averroès, il y a vraiment deux étapes dans le processus d'intellection humain, c'est-à-dire un intellect qu'il appelle intellect sujet ou intellect agent plutôt, qui, on va dire, s'occupe de séparer, comment dire, de désingulariser une image. Par ce processus de désingularisation, il arrive à, comment dire, à, ben, justement à cet intelligible, donc il arrive à cette question des universaux, et c'est l'intellect matériel qui, lui, peut penser l'intelligible de chaque chose une fois que l'intellect agent a fait ce travail de désingularisation. Et une fois qu'il a fait ce travail, c'est l'intellect matériel qui, lui, peut saisir l'intelligible qui est contenu dans chaque chose. J'espère que c'est à peu près clair parce que c'est un peu le point central de la théorie pardon, avéroïste. J'espère que c'est à peu près clair. Je poursuis. Averroès, que signifie une phrase comme l'homme pense? Pour Averroès, seulement ceci. L'homme a le pouvoir de déclencher en lui l'intervention de deux principes et non d'effectuer lui-même leur activité. Quels sont ces deux principes? L'un d'abstraction, actualiser les intentions imaginées en activant l'intelligible en puissance enveloppé dans la présentation sensible, c'est ce que je vous ai dit avec le premier intellect, donc dénuder la chose de son idole, comme il le dit lui-même. L'autre de réception, penser, c'est-à-dire recevoir l'intention ainsi dépouillée. Le premier principe, comme je vous l'ai dit, c'est l'intellect agent. Le second, c'est l'intellect matériel. Donc j'espère que c'est bien clair là-dessus. L'intellect agent lui dépouille les choses de leur individualité en quelque sorte, comme le dit Averroès, dénuder la chose de son idole. Et l'intellect matériel, lui, on va dire, reçoit l'intelligible présent dans cette chose. Donc c'est lui qui pense, entre guillemets. C'est par l'imagination que l'homme a part au travail de la pensée, dans la stricte mesure où c'est sur les images que l'intellect agent porte son activité. De fait, sans l'intention imaginaire qui l'intelligibilise en acte en la dépouillant, l'intellect agent ne saurait produire de forme intelligible en acte susceptible d'être reçue par l'intellect matériel. Donc l'imaginaire ou l'intention imaginaire pour Averroès, c'est ce que déploie l'homme pour justement dépouiller, on va dire, chaque chose de son apparat sensible, son apparat singulier. Donc, la doctrine d'Averroès vise donc à rétablir la dimension empirique de l'aristotélisme, à renouer le fil de l'intelligible et du sensible, et à abandonner surtout l'interprétation dualiste néoplatonisante d'Avicenne, sans sacrifier à l'empirisme et au naturalisme. Donc c'est là où on voit vraiment que Averroès
on va dire, est un héritier d'Aristote, puisque pour lui et contre Platon, il n'est pas dans un dualisme pur entre âme et corps, et donc dans l'idée platonicienne que les choses contiennent par elles-mêmes leur intelligible. Qui était un peu la thèse de Platon et qui avait été, on va dire, reformulée par Avicenne dans une veine néoplatonisante et qui avait eu comment dire, une portée et un héritage très fort dans l'Occident latin. Là, vous voyez vraiment que Averroès est beaucoup plus proche d'Aristote sur cette question empirique. Averroès est l'adversaire pardon, de toute pensée de l'intelligible sur le mode de la donation avicénienne, qui est un peu, vous l'avez compris, je pense, un, un legs néoplatonisant. L'abstraction avéroïste n'est pas une donation, c'est une réduction. La réduction de l'intelligible à l'acte et la réduction de l'image à son noyau d'intelligibilité. Donc c'est toujours cette histoire de dépouiller la chose de sa singularité. Le rôle de l'intellect agent n'est pas d'émaner une forme dans l'intellect matériel, il est de rendre intelligible en acte une intention qui, sous sa forme imaginaire, ne l'est qu'en puissance. L'intentio est ce que perçoit l'âme et ce à quoi la pensée a affaire. L'intentio peut être imaginata, elle est alors particulière, sensible, mais elle peut être aussi intellecta, elle est alors dépouillée, dévêtue, exfoliée du particulier et du sensible. L'abstraction n'est pas une simple dématérialisation, c'est une universalisation. J'espère que c'est à peu près clair, chers amis. Je continue sur la thèse d'Averroès. Donc vous l'avez compris, sa thèse sur les universaux est ouvertement aristotélicienne, c'est-à-dire fondée sur la critique de Platon dans la métaphysique, dans le livre Z. Je passe sur les détails parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On peut la résumer comme suit. Petit 1, donc là il reprend en fait la critique de Platon faite par Aristote et Averroès s'inscrit là-dedans. Petit 1, aucun universel n'est substance. Donc aucun genre n'est substance. Donc aucune substance n'est genre. Il n'y a d'autre substance dans un individu que la matière et la forme dont il est composé. Donc là c'est vraiment un postulat aristotélicien. Je continue. La forme et la matière d'une substance individuelle sont elles-mêmes individuelles. Donc, un universel ne peut être une partie d'une chose existant par soi. Ce que l'on dit universel ne peut être la substance d'une chose, même s'il fait connaître la substance d'une chose. Autrement dit, les universels ne sont pas substances, ce ne sont pas des parties des choses, et ils ne sont pas substance des choses, mais ils font connaître la substance des choses. J'espère que ça n'est pas, sera encore plus clair par la suite, je vous rassure. Donc, cette doctrine, qui est assez claire, a été reprise bien au-delà de l'avéroïsme latin. C'est la charte de l'occamisme avant l'heure, quasiment. Si Avicenne est le point de départ de Duns Scott, Averroès est le point de départ d'Occam. C'est pour ça que je vous dis que l'avéroïsme médiéval latin est vraiment très important, et donc pour ça, il faut connaître Averroès. Donc je passe là-dessus, mais en fait, quand on se penche sur les commentaires occamiens donc de Guillaume d'Occam sur l'Isagogée, on voit qu'il reprend vraiment à son compte les thèses d'Averroès, mais je passe là-dessus, comme ça, c'est dit en passant, vous savez que Averroès a eu un impact assez important sur Occam et donc le nominalisme indirectement. Donc Averroès, vous l'avez compris, ne se contente pas de réfuter Platon. Il essaie aussi de montrer pour quelles bonnes raisons Platon a forgé de mauvaises thèses. Platon, s'il a dû recourir à la réminiscence, c'était pour sauvegarder quelque chose d'essentiel, l'identité du connu en deux esprits numériquement distincts. Or, étant donné pour Averroès l'unicité de l'intellect matériel, donc cet intellect qui permet de percevoir l'intelligible des choses, mais une fois qu'elles ont été dépouillées, qu'elles ont été ramenées à leur universel, qu'elles ont été universalisées en quelque sorte, étant donné l'unicité de cet intellect matériel, cette identité ne peut être préservée si c'est la même forme intelligible, numériquement identique, qui est simultanément présente en deux esprits. Sauf si l'on admet l'absurde conséquence que dès qu'un individu pense une chose A, donc une chose quelconque, tous les autres individus pensent simultanément la même chose. Mais elle ne peut pas non plus être préservée si l'objet d'intellection est numériquement multiplié et seulement un en espèce, sauf si on admet l'existence d'intelligibles et si l'on réplique à l'infini la structure faisant de l'objet d'intellection une unité spécifique numériquement distinguée dans les individus qui la contemplent. Pourtant, il faut bien que ce que pense le maître et ce qu'il transmet à l'élève soit la même chose, si l'on veut garantir la possibilité du savoir et de l'apprentissage. C'est cette nécessité qu'a imparfaitement traduite Platon dans la théorie de la réminiscence et qu'Averroès prétend assurer par la théorie des deux sujets.
en posant que l'intelligible en acte est multiple dans le sujet qui l'a fait vrai, c'est-à-dire représentatif, à savoir dans les fantasmes individuels, et dans le sujet qui le fait être, c'est-à-dire existant, à savoir dans l'intellect matériel. Donc on en revient vraiment à cette question des deux intellects pour Averroès, qui permet de combler les incohérences, les lacunes de la théorie platonicienne de la connaissance. Je le dis de manière assez brève, mais c'est un peu ça l'idée. Je pense que vous l'avez compris. C'est ce même souci de préservation de l'identité du connu qui a conduit Platon à soutenir que, je le cite, les universaux devant être identiques avant et après leur saisie par l'âme, il fallait qu'ils fussent en exclusion interne à leur sujet, à la fois extérieur à l'âme et objet de réminiscence, c'est-à-dire à la fois hors de l'âme et présent dans l'âme, mais pas toujours présent à l'âme, à cause que le sujet est tantôt préparé à les recevoir et tantôt non. Donc c'est un peu pour combler ces ambivalences que Platon a, comme vous le savez, forgé toute une théorie centrale de la réminiscence. C'est parce que les universaux sont en soi avant que nous les recevions, exactement comme ils le sont après, que Platon a conclu qu'ils étaient extérieurs à l'âme, aussi bien que dans l'âme. Mais on l'a vu, il n'y a pas besoin de postuler l'identité numérique du connu pour garantir la possibilité d'une connaissance univoque. Donc c'est un peu là-dessus que Averroès apporte sa pierre à l'édifice, puisque lui il montre que on n'a pas besoin de postuler que les universaux sont comment dire, dans l'âme en quelque sorte. Parce que vous avez vu, sa théorie des deux intellects et des deux sujets en quelque sorte permet de répondre au, comment dire, au manque de la théorie platonicienne. Il n'est donc pas nécessaire, pour Averroès, au contraire même, de poser que l'universel est le même avant et après son intellection effective par un individu singulier. Avant d'être intelligé par lui, il est en effet en puissance dans les fantasmes ou en acte dans d'autres actes d'intellection singulier, et même à ce moment, il est pluriel dans son être objectif et un dans son être formel. En contestant le principe de l'identité de l'universel dans l'âme et hors de l'âme, qu'elle soit numérique ou spécifique, Averroès soulève contre Platon le même argument que les nominalistes, encore ceux du XIVe siècle, feront valoir contre les réalistes. Je passe encore une fois un peu là-dessus, puisque sinon on s'éparpillerait, mais retenez qu'en fait il y a vraiment un problème dans un peu cette idée de la psychologie d'Averroès, cette idée de la psychologie intentionnelle, qui a un peu secoué tout le monde intellectuel médiéval après lui, et qu'aucune théorie, même le nominalisme, n'a pas vraiment réussi à résoudre sur le terrain, en tout cas, de cette idée de presque psychologique, voire neuropsychiatrique avant l'heure. Je pense que vous m'avez compris, cette idée euh, de l'intellect en acte ou non. Bref, je passe un peu là-dessus, sinon on va s'éparpiller. Est-ce que vous êtes perdu ou pas sans guider moi, chers amis, parce que là, vous n'envoyez aucun message. Je pense que c'est la perdition. On va maintenant arriver au gros du sujet, à savoir la critique d'Averroès par Thomas d'Aquin. Ce sera plus simple à suivre. Parce que là, la dernière partie sur Averroès était un peu glissante, on va dire ça comme ça. Mais je pense que vous avez compris la thèse principale d'Averroès et que c'est à peu près clair pour vous. Parce que si ça n'est pas clair, dites-le moi, parce que Thomas d'Aquin va vraiment articuler une grande partie de sa critique là-dessus. Je suis perdu, je viens d'arriver. Ah oui, alors je résume à... Ah ouais, ça va être compliqué. Ouais. Je résume à gros traits, puis c'est parfait, il y a des nouveaux. En fait, bref résumé. Donc, ce soir, je l'ai dit, on va pas parler d'Averroès et Thomas d'Aquin dans leur vie, on va vraiment parler de leur philosophie pure. Vraiment voir sur quel point Thomas d'Aquin a réfuté Averroès, mais je passerai outre sur les parties sur lesquelles il reprend Averroès sans le dire. Mais retenez que Thomas d'Aquin est un héritier de l'avéroïsme médiéval, mais qu'il l'a quand même réfuté philosophiquement, et on verra qu'il y a aussi un présupposé chrétien à sa réfutation, on l'abordera. Je résume la thèse d'Averroès sur les universaux, puisqu'on est toujours dans cette querelle des universaux que je vous ai introduite lors de la dernière conférence. Et j'ai fait un rappel en début de conférence sur un peu l'état au XIIe siècle, où est-ce qu'on en est. La thèse d'Averroès, dans le processus des universaux, c'est qu'il y a deux intellects. Averroès s'oppose à Avicenne, et donc au néoplatonisme arabe via Avicenne, et donc indirectement à Platon, qu'il critique en reprenant Aristote. La thèse d'Averroès dans la querelle des universaux, c'est qu'il y a deux intellects majeurs, l'intellect agent et l'intellect matériel. L'intellect agent s'occupe d'universaliser une chose, c'est-à-dire de la singulariser,
C'est-à-dire que pour penser le concept d'homme, l'intellect agent va essayer de prendre un homme en particulier et de défaire ce qui fait sa singularité pour revenir au concept d'homme. Et donc, il va l'universaliser. Et une fois qu'il a fait ce processus, c'est l'intellect matériel qui prend le relais et qui, lui, peut penser l'homme en tant que concept, en tant qu'intelligible. C'est cette théorie vraiment des deux sujets, des deux intellects qui est un peu le fer de lance de la théorie d'Averroès. Donc c'est une critique de Platon en reprenant Aristote et en essayant de combler les manques de la théorie platonicienne, notamment avec la théorie de la réminiscence de Platon, qui pour Averroès est inconséquente, puisque en fait cette théorie de la réminiscence est là pour expliquer le fait que Platon postule que les choses sont à la fois dans l'âme et hors de l'âme. Et pour Averroès, ça ne tient pas la route, et c'est pour ça qu'il formule cette idée des deux intellects. Et cette théorie est foncièrement aristotélicienne, puisque l'intellect agent est obligé de passer par l'imagination, ce que Averroès appelle l'imagination, enfin des fantasmes imaginaires, et qui sont les moyens en gros par lesquels l'homme réduit ce qu'il y a dans les choses à leur universel. Donc il y a bien une action de l'homme, de son intellect agent, qui se déploie dans le sensible, donc il y a bien une question de la question du sensible est bien là. Ça n'est pas l'idée, comment dire, ce ne sont pas, contrairement à Platon, l'universel qui est contenu dans les choses, qui est rappelé à l'homme par une réminiscence. Au contraire, c'est l'intellect agent présent dans l'homme qui va, on va dire, penser le sensible et faire ressortir l'universel présent dans le sensible. Et une fois qu'il avait fait ressortir l'universel présent dans le sensible, il peut penser les intelligibles via le deuxième intellect, l'intellect matériel. C'est ça, en gros, la théorie d'Averroès. C'est pour ça qu'en fait, Averroès a posé des bases de ce qu'on pourrait appeler une théorie psychologique qui va énormément influencer les nominalistes. J'en parlerai pas au cours de la conférence, mais Averroès a eu une très grosse influence sur Guillaume d'Occam et donc sur tout le nominalisme du XIVe siècle. C'est aussi pour ça qu'il a eu de manière générale une influence gigantesque sur le monde philosophique de l'Occident latin. Est-ce que vous avez compris à peu près en gros la thèse d'Averroès? À peu près clair? Sauf Béchamel. Ouais, c'est bon, vous voyez? Nickel. Et donc là, on va en venir à Thomas d'Aquin et à sa réfutation d'Averroès. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la théorie d'Averroès, puisque Thomas d'Aquin va répondre sur ce point précis. Alors Thomas d'Aquin, je le rappelle, pour en parler, on pourrait consacrer une vie entière à Thomas d'Aquin, son œuvre est gigantesque, mais ici on va surtout se concentrer sur son contre-Averroès, et on va voir en fait sur quel point il attaque Averroès. Je rappelle Thomas d'Aquin, donc théologie, le thomisme, il est héritier d'Averroès puisqu'il se prend le choc Averroès avec tout ce que ça comporte, à savoir la redécouverte d'Aristote et des commentaires d'Averroès sur Aristote. Donc indirectement, il est influencé par Averroès, il lui doit quelque chose, on ne peut pas le nier, ce serait malhonnête de le dire, mais il va le réfuter. Il va le réfuter en reprenant les bases, c'est-à-dire il va revenir sur une distinction, celle entre cogitative et intellect, qui joue aussi un rôle central dans la théorie des universaux. C'est par cette distinction, plutôt par sa réinterprétation, que sans retomber dans les théories d'Avicenne, Averroès évite le double écueil du platonisme et de l'alexandrinisme. Je passe là-dessus. Vous avez retenu qu'Averroès s'oppose à Avicenne, puisque Avicenne, lui, est néoplatonisant et a toute une théorie de l'émanation. Et donc, via cette théorie de l'émanation, il renoue avec un vieil héritage platonicien, et donc il se coupe du sensible. Je pense que vous l'avez compris. Bref. L'alexandrinisme, en fait, ça se rapporte à Alexandre d'Aphrodise. Ce serait trop long de présenter. Retenez que c'est un commentateur d'Aristote de l'Antiquité qui a joué un rôle central dans la réception d'Aristote et dans les commentaires d'Aristote, mais je n'ai pas le temps de représenter. Bref. Le matérialisme naturaliste d'Alexandre, donc cet Alexandre, cet aristotélicien de l'Antiquité, ne peut donner une théorie de l'intellect. Il ne vaut que pour le cogitative, faculté ou vertu logée dans le corps et localisée cérébralement. Donc, je vous l'ai dit que la philosophie, c'est quasiment des neurosciences avant l'heure. La fonction de la cogitative est de dépouiller le sensible individuellement. Donc là, on retombe un peu sur nos pattes. C'est elle qui distingue l'intention d'une chose sensible de son idole imaginée. Là, on revient un peu sur cette question de l'intellect agent. La cogitative n'est donc pas la faculté rationnelle dont parle Aristote, celle qui distingue des intentions universelles et non des individuelles. Son autre fonction est de rendre présentes comme si elles étaient senties des choses qui n'ont pas été senties, de se représenter une chose en son absence, ou de forger la représentation d'une chose à partir de l'image d'une autre chose. Bref, de manier au niveau individuel ce cogitable qui, à l'âge classique, deviendra l'autre nom du possible. Jusqu'à un certain point,
La cogitative joue chez Averroès un rôle comparable à celle qu'elle tient dans le système des sens internes décrit par Avicenne. Mais la différence est radicale. L'imaginative, la cogitative et la remémorative n'ont d'autre fonction que de remplacer la faculté sensible. On a donc besoin d'elles qu'en l'absence du sensible. Cependant, leur fonction reste de servir l'intellect. Toutes s'entraident pour rendre présente l'image de la chose sensible, pour que la faculté rationnelle séparée tourne vers elle son regard, en extrait l'intention universelle, ce qui est le rôle de l'intellect agent chez Averroès. Je continue, puis la reçoivent, c'est-à-dire la comprennent, ce qui est le rôle de l'intellect matériel. Donc là, c'est tiré euh, du commentaire sur l'âme, enfin du traité sur l'âme d'Aristote. La thèse finale d'Averroès sur les universaux est donc celle-là même que reprendront les nominalistes. C'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est celle d'Aristote pour qui l'universel est seulement dans l'âme. Donc là, je pense que vous avez compris le décalage par rapport aux thèses néoplatonisantes. C'est bien parce que l'universel n'est ni en acte dans les choses, ni en acte dans l'âme humaine, mais seulement en puissance dans les fantasmes. Les fantasmes, ça se rapporte aux fantasmes et à l'imagination d'Averroès, c'est un peu la même idée. Mais seulement en puissance dans les fantasmes qu'Aristote a conçu la théorie de l'intellect agent abstracteur. On continue notre citation. Tous les dits d'Aristote sur ce sujet prouvent que les universaux n'ont pas d'être en dehors de l'âme, contrairement à ce que soutenait Platon. Car si tel était le cas, il n'y aurait pas besoin de poser d'intellect agent. Là, vous avez compris, je vous ai un peu j'ai un peu complété ce que je dis sur Averroès. On en vient maintenant au grief apporté par Thomas d'Aquin. Elle présente, donc ce que je viens de vous préciser de nouveau, elle présente toutefois quelques inconvénients évidents qu'a bien mis en lumière Thomas d'Aquin. Le principal, qui commande tout, est inhérent à la théorie même des deux sujets de l'intelligible en acte. Thomas l'attaque d'abord sur le terrain où elle prétend s'imposer, l'antiplatonisme. L'erreur d'Averroès, comme celle de Platon, porte sur le pensée. En croyant réfuter Platon, il retombe dans la même erreur que lui. Il affirme l'unicité du pensée, de la forme intelligible en acte. Certes, il la distribue en deux sujets, l'intellect matériel et les images, mais cela ne change rien au fond. Thomas professe un réalisme gnoséologique strict. Pour lui, la forme intelligible est un moyen de connaître les choses. Elle n'est pas l'objet même de la connaissance. Au contraire, Averroès, comme Platon, est idéaliste. En ne distinguant pas la forme intelligible comme médium de la pensée et comme ce qui est pensé, il arrive aux mêmes absurdités que le platonisme. Il assigne à tous les actes de connaissance individuelle le même contenu, à savoir la forma intellecta. Or, la forma intellecta n'est pas ce qu'on pense, c'est ce par quoi on pense. La théorie des deux sujets allégués par Averroès et les avéroïstes ne règle rien. Elle justifie une absurdité plus grande encore que le platonisme, l'unicité de l'intellect matériel que Leibniz appellera monopsychisme. Citons Thomas d'Aquin. En disant que le pensée est une unique espèce immatérielle existant dans l'intellect, ils ne se rendent pas compte que d'une certaine manière, ils en reviennent à la doctrine de Platon, pour qui la science ne peut porter sur les choses sensibles, puisque toute science porte sur une forme unique séparée. Car cela ne change rien de dire que la science que l'on a de la pierre porte sur la forme unique de la pierre séparée, ou de dire qu'elle porte sur la forme unique de la pierre qui est dans l'intellect. Dans l'un et l'autre cas, en effet, il s'ensuit que les sciences ne portent pas sur les choses qui sont ici-bas, mais seulement sur des choses séparées. Or, comme Platon soutenait que je vais reprendre mon souffle. Or, comme Platon soutenait que ces formes immatérielles subsistaient par soi, il lui était facile de poser aussi simultanément plusieurs intellects, participant à la connaissance par la forme séparée et unique d'une vérité unique. Et comme ces gens-ci, donc les avéroïstes, placent ce genre de forme immatérielle qu'ils disent être pensées dans l'intellect, il leur faut bien admettre qu'il y a en tout et pour tout un intellect, non seulement chez tous les hommes, mais dans l'absolu. Donc là, c'est un peu compliqué à suivre. Je vais apporter quelques précisions. Émanation, Voldemort. Émanation, c'est la théorie de l'émanation chez Avicenne. Pas de la donation même, mais qui est une forme d'émanatisme. Bref. Donc, vous avez compris un peu la critique de Thomas d'Aquin. Si je la résume à gros traits, ce serait de dire c'est bien, mais c'est pas la fin, c'est pas le bout de la réflexion en fait. C'est un peu de dire c'est inconséquent.
en disant, vous en revenez à l'idée que via votre intellect agent, vous extrayez l'universel, vous singularisez, vous universalisez les choses, et une fois que vous avez fait ça, l'intellect matériel prend le relais et peut penser l'intelligible, mais vous ne pensez pas donc les choses. Donc vous retombez dans le même écueil que le platonisme, indirectement, puisque vous ne pensez pas les choses, enfin, vous ne pensez pas la pierre, vous pensez la pierre, enfin, l'intelligible présent dans la pierre. Donc, quelque part, vous retombez dans les mêmes inconséquences du platonisme. Bref, donc l'idéalisme d'Averroès ne le cède donc en rien à celui de Platon pour Thomas d'Aquin. Il enferme l'homme dans la connaissance d'universaux séparés des choses, sans jamais aller aux choses elles-mêmes. Peu importe si ces universaux sont dans l'âme ou posés hors d'elle comme des formes séparées, le véritable aristotélisme, donc empirisme indirectement, ne confond pas avoir quelque chose dans l'esprit, non la chose évidemment, mais son espèce, et penser. Ce que l'on pense, c'est la chose même, non son concept ou son intention. Donc indirectement, il attaque Averroès sur son aristotélisme en lui disant, en voulant critiquer Platon, tu retombes dans les mêmes écueils et donc tu n'es pas vraiment aristotélicien. De leur émanation, enfin de leur existence sensible, puisque pour toi, tu en reviens à une théorie, comment dire, idéaliste, qui enferme les choses à leur intelligible présent en elles. Bref. Penser une pierre, ce n'est pas avoir l'image d'une pierre dans l'esprit ou le concept d'une pierre à l'esprit, c'est à travers son espèce penser une chose. Si ce qui est pensé était le médium, tout acte de pensée serait pensé d'un signifiant, jamais d'un signifié. L'unité du pensée n'est donc pas garantie par l'unicité du sujet pensant, et donc l'intellect matériel ici. Dans sa visée universelle même, la connaissance porte sur les choses singulières. Elle est réelle, non idéale. C'est la quiddité de la chose qui fait l'unité du savoir. Et c'est la fonction de la connaissance abstractive que d'atteindre la vérité de la chose. Faisant de l'intellect possible et de l'intellect agent deux puissances de l'âme humaine, et de l'intellect possible la forme d'un corps naturel organisé ayant la vie en puissance, Thomas soutient donc, contre Averroès, un double parti. Donc là, on en vient aux thèses de Thomas d'Aquin, ses thèses propres. Petit a, il affirme que l'intellect est numériquement distinct et multiplié par le nombre des âmes humaines individuelles. Petit b, il maintient dans son sens le plus strict le réalisme du processus de connaissance abstractive décrit moins radicalement par Aristote dans les seconds analytiques, donc livre 2, chapitre 19, qui de la sensation mène à l'intellection. On va le citer. Donc là, recitons Thomas d'Aquin puisque c'est important de le citer. Selon la doctrine d'Aristote, ce penser qui est un est la nature même ou fluidité de la chose. C'est en effet sur les choses mêmes que porte la science naturelle et les autres sciences, non sur les espèces pensées. Si, en effet, le penser n'était pas la nature même de la pierre qui est dans les choses, mais l'espèce qui est dans l'intellect, il s'ensuivrait que je ne penserais pas la chose qui est la pierre, mais seulement l'intention qui est abstraite de la pierre. Mais il est bien vrai que la nature de la pierre, pour autant qu'elle est dans les singuliers, est pensée en puissance, et que pour en faire une pensée en acte, il faut que les espèces émises par les choses sensibles parviennent, par l'intermédiaire des sens, jusqu'à l'imagination, et que les espèces intelligibles, qui sont dans l'intellect possible, soient abstraites par la vertu de l'intellect agent. Toutefois, pour l'intellect possible, ces espèces ne sont pas ce qu'ils pensent, mais les espèces par lesquelles ils pensent. De même que les espèces qui sont dans la vue ne sont pas ce qui est vu, mais ce par quoi la vue voit. Si ce n'est que ces espèces peuvent devenir ce qu'ils pensent quand l'intellect réfléchit sur lui. Même ce qui ne se produit pas pour les sens. Bref, c'est un peu, c'est un peu subtil, on est d'accord. Bref, mais j'espère que vous avez compris un peu le grief que Thomas d'Aquin portait à Averroès. J'espère que vous avez à peu près au moins compris le fond de la querelle et le fond du pourquoi du comment il montre que Averroès a une théorie, on va dire, inconséquente. Ah ben parfait, Fight, merci, tu me rassures, merci. Merci. Je sais pas si c'était ironique, mais merci. Mais je reconnais que certaines citations de Thomas d'Aquin sont vraiment, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des tonnes de livres sur Thomas d'Aquin qui font des milliers de pages. C'est que voilà, ça s'étudie sérieusement, Thomas d'Aquin, c'est très large. Mais voilà, je pense que mes explications, mes commentaires, mes gloses, entre guillemets, voilà, je glose comme les biblistes, sont à peu près clairs. J'en viens maintenant au second point. La seconde point de la critique thomasienne, donc de Thomas d'Aquin, sur Averroès,
porte sur la théorie des deux sujets. On en revient un peu à la même idée. Pour Thomas, la double fondation de la forme intelligible dans les fantasmes de l'homme et dans un intellect matériel extérieur à l'homme, que revendique Averroès pour préserver l'immatérialité du sujet de la pensée. Donc pour Averroès, pour le dire en gros, l'intellect matériel n'est pas limité à l'homme en tant qu'objet mortel et corporel. Donc c'est pour ça qu'il y a un legs platonicien indirect. Donc c'est ce que je voulais dire quand je vous disais en fait, Averroès revendique ce côté immatériel de l'intellect agent, c'est pour préserver justement l'immatérialité du sujet de la pensée. Bref. Pour Thomas, ça n'aboutit qu'à l'absurde conséquence de réintroduire sous une autre forme l'unité platonicienne du pensée. Elle lui en ajoute une autre, l'impossibilité de définir l'homme comme pensant. Il est défini seulement comme pensée. Si, dans le système avéroïste, la phrase l'homme réfléchit, donc l'homme homo intellegit, donc l'homme, on va dire, fait fonctionner son intellection, est impropre, c'est parce que l'homme est lui-même ce qui est pensé. Donc pour Thomas d'Aquin, les avéroïstes échouent à faire de l'homme un sujet pensant. Dire que l'image est le fondement objectif de la pensée de l'intellect ne permet pas d'expliquer l'acquisition de la pensée par l'homme. Pour être humaine, la pensée doit être comprise comme une action immanente de l'homme, non comme une action transitive de l'intellect séparé. Je pense que vous comprenez un peu le fond et qu'il est assez subtil et intéressant. En fait, Thomas d'Aquin essaye de détruire on va dire les legs du platonisme que Averroès reprend sans le vouloir, en faisant de l'intellect matériel quelque chose qui est comment dire, qui n'est pas limité à l'homme en tant qu'homme, en fait, en tant qu'individu, mais qui est quelque chose qui est immatériel, qui est immanent à la nature humaine, et non pas incorporé dans la nature humaine. Bref. Et donc ça échoue pour Thomas d'Aquin à faire de l'homme un sujet pensant. Ça ne peut être que l'homme ne peut être perçu que comme sujet pensé, mais jamais comme sujet pensant. Et donc, quelque part, il pointe le fait que pour les avéroïstes, enfin dans la pensée d'Averroès, on ne peut pas faire je dirais pas de sciences humaines, mais on ne peut pas faire de pensée à partir de l'homme. Bref, je ne sais pas si c'est à peu près clair, mais donc il y a presque toute une théorie des sciences qui est critiquée par Thomas d'Aquin, dans le sens où les avéroïstes échoueraient à faire des sciences, en fait, en quelque sorte. Donc à penser à travers l'homme. Bref, je continue. Averroès soutient qu'il y a contact de l'intellect et de l'âme humaine chaque fois qu'il y a coprésence simultanée d'une espèce intelligible en deux suppôts ou sujets distincts. D'un côté l'intellect possible, de l'autre l'image. La pensée, autrement dit on va dire l'intellection en acte, l'espèce intelligible en acte, la pensée n'étant rien d'autre comment dire, que l'actuation, je vais y arriver, d'un intelligible. Ce qu'Averroès appelle un intellect spéculatif, où le terme intellect pour Averroès désigne à la fois le pensé, le pensant et le pensé. Donc penser, le verbe de penser, l'action de penser, le pensant, celui qui pense, et l'objet qui est pensé. C'est la même chose en deux sujets. Pour Thomas, si une même espèce intelligible est simultanément forme d'un intellect possible séparé et contenue dans les images ou intentions imaginaires de l'âme, donc un peu les deux opérations de la théorie avéroïste, cette coprésence ne peut suffire à faire penser l'homme, à provoquer un acte de pensée singulier chez un individu singulier. Au contraire, elle est ce qui empêche de le considérer comme pensant. Le défaut de la théorie d'Averroès est que ce qui est censé assurer la continuité de l'âme humaine avec l'intellect matériel séparé est ce qui la rend impossible. Pour qu'il y ait forme intelligible en acte informant l'intellect matériel, il faut que cette forme ait été abstraite de l'intention imaginée. Or, cette abstraction est une séparation. La forme intelligible ne peut donc être jointe à l'intellect matériel qu'en étant disjointe de l'imagination. Le circuit de l'abstraction, de la réception et de l'union décrit par Averroès ne peut fonctionner. L'image ne peut être actualisée sans être séparée de l'imagination, et une fois séparée, elle ne peut assurer ce qu'Averroès veut lui faire assumer, à savoir la continuité de l'homme avec l'intellect, par la forme de l'intellect au moyen des fantasmes. La double médiation postulée par Averroès est fonctionnellement impossible. Dès qu'elle est activée, l'image coupe le circuit de la pensée. Donc pour lui, en fait, le modèle de la connaissance développé par Averroès ne tient pas, parce qu'en fait, je pense que vous l'avez à peu près compris, à partir du moment où l'intellect agent fait ressortir l'universel dans une chose, et donc c'est un peu cette question des fantasmes, la fonction de l'imaginaire, une fois que ce processus-là est achevé,
Les 2 choses se séparent. Il peut pas y avoir en fait, Averroès lui postule qu'il y a une continuité entre les 2 processus et donc entre les 2 intellects. Pour Thomas, une fois que on va dire l'esprit a, réceptionné la chose et qu'il commence à détricoter, à faire ressortir les universaux, il ne peut pas transmettre à l'intellect matériel. Donc en fait, c'est un peu toute la théorie de la connaissance d'Averroès qui s'effondre. Parce que Averroès postule qu'indirectement, il y a un circuit entre ces 2 intellects qui, coule de source et lui, Thomas montre qu'en fait, ce processus d'image séparée entre réception de l'image, extraction des universaux et transmission à l'intellect matériel, pour Thomas d'Aquin, ça ne marche pas. Je pense que vous avez à peu près compris l'idée. On continue, et donc maintenant on en vient un peu au fondement de la théorie de la connaissance pour Thomas d'Aquin. Et on en vient aussi à la question du legs chrétien qui est indirect chez Thomas d'Aquin, mais vous l'avez compris, hein, forcément, il philosophe dans un cadre chrétien. L'anthropologie de Thomas d'Aquin est à la fois aristotélicienne et chrétienne, dans la mesure où elle rejette le dualisme platonicien de l'âme et du corps, puisque dans le christianisme, vous savez que l'âme et le corps sont, voilà, le corps n'est pas mauvais comme dans le manichéisme ou le platonisme, au contraire, l'union des deux est la marque, voilà, est la marque de la pensée chrétienne, puisque voilà, les corps doivent ressusciter au bout d'un moment. Bref, je continue. En termes philosophico-théologiques, cela signifie que l'état de séparation de l'âme et du corps est à la fois contraire à la nature humaine comme telle et à l'accomplissement de la personne humaine, dans sa singularité propre. Donc il n'y a pas de dualisme homme-âme-corps pour Thomas d'Aquin. Une anthropologie non dualiste comme celle de Thomas est une anthropologie qui, fondée philosophiquement sur l'idée d'une naturalité de l'union de l'âme et du corps, c'est donc normal que l'âme et le corps soient unis, c'est le point de vue d'Aristote contre Platon, est aussi par là même capable d'expliquer théologiquement en quoi l'immortalité de l'âme appelle impérieusement le don gratuit, mais promis, de la résurrection des corps. Puisque si l'âme est immortelle, c'est pour un jour que le corps soit ressuscité avec l'âme lors du jugement dernier. Donc on est dans un cadre 100% chrétien, mais c'est aussi rattaché aux théories aristotéliciennes. Tel est le sens philosophique et théologique de l'anthropologie thomiste. L'état naturel de l'homme, tel que peut le penser le philosophe, est d'être âme et corps. Mais la plénitude de la félicité eschatologique dont parle le théologien chrétien n'est pas concevable pour un autre homme que cet homme-là. Donc l'homme qui est uni corps et âme. En d'autres mots, petit 1, l'union de l'âme au corps est bénéfique et naturellement exigée pour la félicité. Petit 2, la mort est contre nature eu égard au don préternaturel même, à savoir l'immortalité personnelle, fait à l'homme lors de sa création. Donc là, on retombe un peu sur la question du naturalisme aristotélicien et l'idée chrétienne un peu d'un, comment dire, voilà, qui est un peu rattachée, on va dire, à une forme théologique et à ce qu'on appelle l'illémorphisme d'Aristote. Je détaille un peu ce genre de conception. Petit a, par un désir naturel de félicité impliquant l'assomption d'un corps immortel, et petit b, par un don préternaturel d'immortalité restitué à l'homme lors de la résurrection. Donc c'est un peu la base. Qu'une telle théologie comporte certains risques est indéniable, mais Thomas d'Aquin en affronte si consciemment les dangers qu'il pousse la naturalité du rapport de l'âme et du corps jusque dans le moment suprême de la félicité ultime, au risque de flirter avec la thèse refusant à l'âme des justes l'accès antérieurement à la résurrection eschatologique, au bonheur achevé de la vision béatifique de Dieu en son essence. Une thèse qui a un peu été reprise à sa manière par le pape Jean XXII, qui a en fait ce qu'on appelle la théorie de la vision dite différée, et qui au XIVe siècle a suscité énormément de débats dans le monde chrétien. En fait, je vous la résume, l'idée c'est que dans une perspective chrétienne, on va dire, les corps devront être ressuscités. Il y aura une résurrection de la chair, et voilà, donc les âmes viendront se réincarner dans la chair, et ce sera le jugement dernier. Là où Thomas d'Aquin a essayé d'affronter comment dire, les pièges théologiques d'une telle conception, c'est que si Thomas d'Aquin reprend donc à son compte cet aristotélisme et on va dire il le mélange, il l'accommode au christianisme, et il arrive à le faire de manière assez brillante, mais indirectement, qu'est-ce qu'on fait de cette étape intermédiaire où le corps est mort, l'âme est immortelle, mais elle n'a pas encore été ressuscitée corporellement. Donc il y a une vision béatifique. Et donc si c'est naturel que l'homme soit incarné et que l'union âme et corps est, on va dire, divine et qu'elle est voulue par Dieu pour la résurrection justement, et qu'on doit refuser tout dualisme, que faire de ce moment où l'âme est, on va dire, dans une vision un peu béatifique, mais qu'elle n'est pas encore ressuscitée? Est-ce qu'on doit dire que donc elle n'est pas encore pleinement ressuscitée, qu'elle donc
on va dire qu'elle n'est donc pas pleinement au paradis pour le dire vulgairement, donc qu'elle n'est pas pleinement accomplie auprès de Dieu. Ou alors est-ce que voilà, il y a une position ambiguë? Est-ce qu'on peut justifier que les âmes des gens qui sont morts et qui sont, on va dire, des saints, mais qui n'ont pas encore été ressuscités par le jugement dernier, quels sont un peu leurs statuts? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment dans une vision béatifique ou alors pas béatifique, mais vous avez compris l'idée. Est-ce qu'ils sont vraiment pleinement saints et pleinement ressuscités ou pas encore, puisque leurs corps ne sont pas ressuscités? Bref, ce sont un peu ces pièges, ces pièges théologiques ont attiré l'attention de Thomas d'Aquin et qui ont suscité énormément de débats et de remous au XIVe siècle. Cette inconséquence, en fait, entre à vouloir concilier à tout prix cette union divine et voulue par Dieu de l'âme et du corps, et à vouloir l'accommoder à l'eschatologie chrétienne. J'espère que c'est à peu près clair. Est-ce que, oui, je pense que c'est à peu près clair, oui. Attendez, je perds ce que je voulais dire, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où? Voilà, excusez-moi. Est-ce que c'est à peu près clair? Bref, je pense que c'est à peu près clair. Nickel, je continue. Par la théologie, donc, a été relancée et sur un terrain nouveau. Vous l'avez vu avec Thomas d'Aquin, sa conception de la querelle des universaux, des rapports entre âme-corps et aussi sa théorie de la connaissance. Et en fait, sur un terrain nouveau, le débat entre Aristote et Platon a été prolongé durant tout le Moyen-Âge tardif jusqu'au XIVe siècle, avec en toile de fond, dans le monde occidental, des conceptions théologiques propres au christianisme. Bref, donc la querelle des universaux a rebondi d'une vigueur assez exceptionnelle. Et donc, il faut un peu comprendre cette querelle dans cette question que je viens de vous évoquer, à savoir l'état de l'âme uni au corps dans l'homme viateur. Donc, l'état de l'âme séparé du corps chez le juste entièrement à la résurrection. Et en gros, c'est mutatis mutandis, le même type de modélisation que celui qui permet à Kant de poser la question de la morale en distinguant l'homme, être raisonnable, dont l'entendement est assujetti à la sensation, et l'être raisonnable en général, rejeton sécularisé de l'âme séparée et de l'ange. Je passe un peu sur Kant parce qu'on ne va pas épiloguer, sinon ce serait beaucoup trop long. L'originalité de Thomas d'Aquin est de maintenir jusqu'au bout la naturalité, et donc le fait que ce soit une bonne chose en quelque sorte, de l'union de l'âme et du corps, et d'affirmer que la connaissance de l'homme après la résurrection est supérieure à celle de l'âme séparée. Et c'est là tout le nœud des débats théologiques du XIVe siècle, dans lequel Thomas s'est engagé dans ses thèses au XIIIe siècle d'une manière assez vigoureuse. C'est tout le sens du passage où Thomas d'Aquin argumente avec Augustin contre Porphyre en affirmant que l'âme séparée du corps ne peut obtenir la perfection ultime de la félicité, ce pourquoi Augustin, à la fin de son De Genesi ad litteram, donc ses commentaires sur la Genèse, pose que, avant la résurrection, Augustin affirme, les âmes des saints ne jouissent pas de la vision divine de manière aussi parfaite qu'après la résurrection de leur corps. C'est ce que j'essayais de vous exprimer de manière assez maladroite il y a quelques minutes. L'anthropologie thomiste est avant tout anti-dualiste. Elle s'oppose résolument au platonisme, c'est-à-dire à la doctrine que Thomas d'Aquin connaissait à l'époque par l'intermédiaire de Némésius d'Émèse, donc un néoplatonisme de l'Antiquité tardive, qui affirme que l'âme est unie au corps au sens où un moteur est dans un mobile. Là, c'est vraiment du pur platonisme, hein. L'âme, c'est un peu le pilote dans le corps, ou encore une autre métaphore, ou un nocher dans sa nef, c'est-à-dire un pilote dans sa nef. Thomas d'Aquin s'oppose vigoureusement à ce dualisme. Cet antidualisme l'oppose donc à la fois à Platon, à Avicenne, mais aussi, et c'est le plus surprenant, à l'aristotélisme antiplatonicien d'Averroès. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure que les étiquettes sont assez complexes à définir quand on rentre dans le détail des philosophies particulières de chacun. Car ce qu'il dénonce chez Averroès, c'est l'idée platonicienne de l'intellect réduit au simple rôle de moteur de l'âme humaine, une formule qu'il relève chez les avéroïstes de son temps et que l'on retrouve effectivement jusqu'à la fin de l'avéroïsme latin, notamment chez Nicoletto Vernia, dont le De Divisione Philosophia, donc de 1482, hein, bien après Thomas d'Aquin, soutient explicitement, je cite, que si l'homme individuel est constitué d'un corps et d'une âme sensitive, se souvient et imagine, est lié à la matière, naît et meurt comme toutes les autres formes naturelles, l'âme intellective, en revanche, n'informe pas substantiellement l'individu, mais préside de l'extérieur à ses activités mentales, comme les intelligences règlent le mouvement des corps célestes. L'intellect n'étant approprié aux individus que comme le moteur l'est au mobile. C'est donc bien
une certaine interprétation de l'illémorphisme aristotélicien que Thomas oppose à la fois à Platon et à Averroès. Donc l'illémorphisme, c'est un peu toute la théorie aristotélicienne de la forme et de la substance, en quelque sorte. Je passe un peu là-dessus. Et c'est sur ce fond qu'il faut apprécier sa doctrine de la connaissance en général et sa doctrine des universaux en particulier. Voilà, on a un peu fait le tour d'horizon. Alors, j'ai pas terminé. Il me reste une dernière partie qui sera très courte, je vous rassure. Vous avez compris en fait l'idée, c'est-à-dire que je pense que j'ai essayé de vous faire comprendre la philosophie pure d'Averroès et Thomas d'Aquin, eu égard à leur conception des universaux. Et vous avez compris que la querelle des universaux implique, on l'a vu avec Thomas d'Aquin, toute une anthropologie et surtout toute une théorie de la connaissance particulière, qui est comment dire, l'objet de débat depuis que l'homme réfléchit, on va dire. Voilà. J'espère que ça a été à peu près clair sur leur conception philosophique. Je n'ai pas voulu parler de leur vie privée. Averroès et l'islam, on en parlera peut-être une autre fois si vous voulez. On peut en parler maintenant, mais j'en parlerai peut-être dans une autre conférence. Et c'était vraiment la philosophie pure. Comme ça, on a pu voir la filiation avec ce qu'on avait vu la dernière fois sur les néoplatoniciens et la querelle des universaux. On avait vraiment un peu une archéologie intellectuelle de cette question des universaux. J'en viens maintenant avec un contexte plus historique, plus terre à terre, parce que je sais que vous avez besoin de faits et voilà, de sang et de larmes pour pouvoir réfléchir. Je taquine, hein, je reste très gentil. Parce que l'avéroïsme, en fait, Thomas d'Aquin en est l'héritier, même s'il critique Averroès, mais ça n'était pas que Averroès. C'est-à-dire que l'avéroïsme était un vrai courant philosophique qui a inquiété dans tout l'Occident latin. Et on a eu des avéroïstes jusqu'à l'époque de Pic de la Mirandole, qui lui-même se proclamait un peu héritier d'Averroès, a étudié en Italie, alors je ne sais plus si c'était à Padoue, je crois que oui, c'est ça, à Padoue, auprès de grands maîtres philosophes qui étaient avéroïstes. Et l'Italie de l'époque, et même une partie de la France de l'époque, était, je ne vais pas dire gangréné parce que c'est pas une insulte, mais l'avéroïsme a vraiment été un courant de pensée dans l'Occident latin très puissant, très prégnant. Et je vais un peu maintenant en revenir à un bref aperçu de l'histoire de l'avéroïsme latin, puisque ça ne se résume pas du tout à Averroès. Et je vous l'ai dit, Thomas d'Aquin est indirectement un héritier de tous ces philosophes d'Averroès déjà et de tous les philosophes occidentaux qui ont été imprégnés consciemment ou non d'Averroès. En 1277, Étienne Tempier, donc évêque de Paris, condamne des positions dites avéroïstes. C'est la fameuse condamnation de 1277 qui condamne l'Université de Paris et donc qui condamne un peu les études philosophiques et donc indirectement certaines conceptions théologiques qui sont jugées extérieures au dogme. En fait, cette condamnation de 1277 est un peu une invention, dans le sens où cette condamnation a eu lieu, mais en fait, elle invente des catégories qu'elle condamne. C'est-à-dire qu'elle est assez floue, elle n'est pas vraiment en accord avec les vraies théories d'Averroès. C'est plutôt, si je voulais donner une analogie assez foireuse, ce serait plutôt, on va dire, on condamne l'islamo-gauchisme, mais les thèses sont un peu floues et plus inventées pour condamner que autre chose. Mais cette condamnation-là, indirectement, à l'époque, condamne Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que ce qui est condamné, c'est un peu l'étude de la philosophie aristotélicienne qui est vue comme s'éloignant de la foi, mais de manière assez grossière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... exactement, sauf. Mais le fond de la condamnation est plutôt flou. C'est-à-dire islamo-gauchisme, oui, mais concrètement, doctrinalement, c'est quoi? Et bien là, c'est un peu la même idée. En fait, cette condamnation de 1277 procédait purement et simplement d'une méfiance à l'endroit de la raison et de la réflexion, et de manière encore plus vulgaire, une méfiance à l'égard de la philosophie. Et pour lors, elle avait au moins indirectement atteint la doctrine de Thomas d'Aquin, puisqu'à l'époque, Thomas d'Aquin n'est pas, en 1277, le grand-père de la philosophie chrétienne avec toutes ses lettres de noblesse. Au contraire, dans la mesure où la doctrine de Thomas d'Aquin avait elle-même été grandement marquée par l'intellectualisme avéroïste. Par la suite, et dans l'esprit de cette condamnation, la critique scotiste, donc Duns Scott, avait eu pour effet d'instaurer un clivage radical entre la philosophie et la théologie, le fameux débat éternel entre la raison et la foi. S'il en est ainsi, la synthèse thomiste devient irrecevable, car celle-ci postulait qu'entre philosophie et théologie, il y a continuité. C'est la possibilité d'une telle continuité que Tempier, donc Étienne Tempier qui a fait cette condamnation de 1277, qui a inquiété l'université de Paris, puis Scott avait remise en cause. Prévoyant sans doute la dérive fidéiste qui s'amorcerait suite à l'intervention de Tempier, le pape Jean XXII, qui était conservateur, allait réhabiliter la doctrine thomiste par la canonisation de Thomas d'Aquin en 1323. Canonisation
qui serait suivi 2 années plus tard de la levée par Étienne Bourré, donc un successeur d'Étienne Tempier, de tout interdit que la doctrine thomiste avait pu encourir par la condamnation de 1977. À partir de cette date, l'orthodoxie de la doctrine thomiste est pleinement reconnue et pouvait dès lors être discutée au sein des écoles. Donc, vous l'avez compris, en 1277, on condamne plutôt l'approche raisonnable, philosophique, et on se méfie de la raison vis-à-vis de la foi, et indirectement, on condamne Thomas d'Aquin et ses disciples et ses proches, puisque eux-mêmes sont l'héritier d'Averroès et de sa conception philosophique, qui est une théorie de la raison pure. Mais en 1323, les choses changent et on va dire que le pape, on va dire, prend mesure du fait que tout ça était peut-être un peu exagéré et fondé sur pas grand-chose. Et Thomas d'Aquin est canonisé en 1323, donc presque 60 ans, pardon, un peu moins de 50 ans après. Et donc Thomas d'Aquin, à partir de 1323, devient un peu le fer de lance, enfin comment dire, le modèle de la philosophie chrétienne. Et donc, les doctrines thomistes sont reconnues. Elles peuvent être enseignées dans les écoles et les universités. Et indirectement, c'est Averroès qui est également rétabli. Puisque dans les décrets postérieurs, on nous dit Averroès peut être étudié avec ses commentateurs nobles. Et parmi les commentateurs, on cite Thomas d'Aquin, bien évidemment, mais on cite également Averroès en tant que commentateur autorisé et donc pouvant servir de base à l'étude savante. Et donc non dangereux en quelque sorte. Je continue et je vais conclure là-dessus. Par ailleurs, la réhabilitation de Thomas d'Aquin, en fait, elle n'allait pas sans contre-coup, puisque on réhabilite Thomas d'Aquin 50 ou 60 ans après cette condamnation, mais quelques années plus tard, on condamne Guillaume d'Occam. Et donc, on condamne le nominalisme, et c'est le même pape, Jean XXII, qui procède à cette condamnation. Donc, d'une main, on réhabilite Thomas d'Aquin, et donc indirectement Averroès. De l'autre, on condamne Guillaume d'Occam, et donc le nominalisme, qui sera, après Thomas d'Aquin et l'avéroïsme, le mouton noir, l'enfant mal vu de la philosophie médiévale de l'époque. Cette condamnation a surtout été d'un ordre politique, mais elle n'allait pas tarder à rejaillir sur toute l'œuvre de Guillaume d'Occam, et un décret du 25 septembre 1339, donc peu de temps après la réhabilitation de Thomas d'Aquin, on allait interdire l'enseignement des thèses de Guillaume d'Occam à l'université de Paris, donc la Sorbonne de l'époque en gros. Pas plus cependant que Tempier n'avait réussi à éradiquer l'avéroïsme, Jean XXII n'allait pas réussir à éradiquer le nominalisme. En 1346, Clément V renforce le décret de Jean XXII et enjoint les maîtres de l'université de s'en tenir, je cite, à Aristote et à ses commentateurs, dont Thomas d'Aquin, et indirectement Averroès également. Le renversement est donc complet. Saint Thomas, donc à l'époque où il était encore vivant, suspecté d'hérésie par Tempier, donc l'évêque qui avait fait cette condamnation de 1277, devient 70 ans plus tard garant de l'orthodoxie. De progressiste qu'il était, le voilà devenu conservateur. Dès lors, et c'est à partir de là du XIVe et encore plus du XVe siècle, Thomas représente en philosophie et en théologie le courant traditionnaliste, c'est-à-dire la via antiqua, la voie antique. Par contraste avec la via moderna, donc la voie moderne la plus récente, celle qui est condamnée en 1274, donc le nominalisme qui est condamné de nouveau, qui est condamné par Louis XI, qui enjoignait de s'en tenir à Aristote et à ses commentateurs autorisés, dont Thomas d'Aquin et Averroès indirectement. Donc voilà, 1474, le nominalisme est encore mal vu, et le nominalisme a toujours été, on va dire, n'a pas vraiment trop survécu au XVe siècle. Bref, je passe un peu là-dessus. C'est important de faire ce petit rappel historique. Je m'arrête là. Je rappelle juste pour vous, je ne donne pas le détail, mais je vais donner quelques recommandations bibliographiques avant de finir. Et c'est qu'en fait, dans la condamnation de 1277, il y a aussi, on invente un peu des catégories philosophiques parce que on voit qu'en fait, Étienne Tempier voit qu'il y a une agitation philosophique dans les universités, mais il ne comprend pas vraiment le fond des thèses. Et on va dire qu'il critique ça de loin, et on voit que les thèses sont plutôt inventées qu'autre chose. Elles inventent des catégories plutôt qu'elles ne parlent de catégories intellectuelles qui préexistent. Et dans cette idée de condamner un peu pour tout et n'importe quoi, il y a toute une longue digression sur la sexualité dans la condamnation. Comme quoi les philosophes seraient un peu, c'est la morale qui prend fin, et donc il y a un peu des dérapages de Tempier sur la sexualité. Voilà, je passe un peu là-dessus. Je fais une recommandation d'ouvrage, mais qui est quand même... Allez, je le donne. S'il y en a un donné, ce serait La querelle des universaux d'Alain de Libera, professeur au Collège de France, grand spécialiste en France et dans le monde entier de philosophie médiévale, et un peu
il n'a pas fait une histoire de la querelle des universaux, c'est-à-dire qu'il part des néoplatoniciens et il va jusqu'à Wycliffe, donc au XVe siècle, et il fait un peu un tour d'horizon de cette question des universaux, mais c'est une approche qui mêle à la fois un peu histoire de la philosophie, mais c'est très léger, mais surtout approche discursive. En fait, il montre les points de débat entre tous ces philosophes qui sont inclus dans la querelle des universaux dans leur perception des universaux, des néoplatoniciens jusqu'au XVe siècle. Et c'est vraiment un ouvrage exceptionnel. Et en fait, de manière générale, je vous renvoie à toute l'œuvre d'Alain de Libera. La querelle des universaux est un peu dure si vous n'avez vraiment aucune base en philosophie, n'avez jamais lu ni Platon ni Aristote, je ne vous le recommande pas. Mais un jour, mettez-le sur votre table de chevet, allez-y. Par contre, je recommande un ouvrage accessible au grand public, aux néophytes, qui est comment dire, d'un intérêt immense, très didactique, d'un ouvrage magistral. Pensée au Moyen-Âge d'Alain de Libera, je vais mettre les références, qui est exceptionnel. En fait, il dresse un peu le débat, enfin, pardon, il dresse pas le débat, mais il dresse un peu un tableau. Où est-ce qu'on en est dans l'Occident latin on va dire, du XIIe siècle jusqu'à l'époque de Thomas d'Aquin avec la question d'Averroès? C'est quoi, en gros, les écoles en présence, les points d'accroche, les points de débat? Il parle de Dante et de l'influence de l'avéroïsme sur l'œuvre de Dante. Il parle de l'avéroïsme. Il revient en long et en large sur cette condamnation de 1277. Mais voilà, c'est une approche écrite par un philosophe, donc c'est forcément très intéressant, mais c'est un cadre plus statique. Donc c'est plus facile à comprendre quand on ne connaît pas du tout, mais c'est pas non plus une histoire de la philosophie médiévale. Il a par ailleurs consacré un long manuel à la philosophie médiévale, mais qui est un peu lourd, donc je ne le conseille pas. Voilà. Donc je vais mettre les références dans ressources conférences. Commencez par penser au Moyen-Âge, et si vous avez de bonnes bases en philosophie, lancez-vous dans la querelle des universaux. La querelle des universaux, en fait, vu que c'est un tour d'horizon qui va des néoplatoniciens au XVe siècle et qui rentre dans les détails philosophiques assez pointus, vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite, en fait. Vous pouvez le lire, y revenir, vous pouvez picorer dedans. Voilà. Mais voilà, je m'arrête là, chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un peu notre voilà, mise au point, notre un peu introduction aux querelles Aristote-Thomas d'Aquin. Aristote-Thomas d'Aquin et Averroès. Voilà. Je vous rends la parole, chers amis. Je vais mettre les références bibliographiques dans ressources conférences. Je les mettrai dans l'upload de la vidéo quand elle sera upload d'ici quelques semaines, je pense. Allez-y. La parole est à vous. Moi, je me tais. Bonjour. Non, non, en tout cas, je dois dire, c'est une conférence qui est vraiment très intéressante. Franchement, moi, j'ai adoré. Euh, bon, j'ai mis beaucoup de difficultés à comprendre parce que la philosophie, c'est pas vraiment mon fort. Parce que j'ai un esprit qui est plus terre à terre, donc j'aime beaucoup plus l'histoire. Mais c'est très intéressant, franchement, la question des querelles concernant les universaux. Et par contre, je dois juste te demander concernant un truc. Donc, selon Averroès, si j'ai bien compris, il y a deux formes d'intellectualité. Genre, la première intellectualité, c'est matériel, donc c'est relié à notre monde. Alors non, c'est un C'est- piège. Ah, C'est un piège. En fait, il y a l'intellect agent, c'est lui qui s'occupe, qui est un peu en lien avec le sensible et qui cherche à singulariser, à universaliser le sensible, donc à remonter au concept, à l'intelligible. Et c'est l'intellect matériel qui, lui, peut penser l'intelligible. Donc en gros, d'accord. l'intellect agent, lui, il voit un homme et il le désingularise, et l'intellect matériel, lui, il peut penser l'homme en tant qu'intelligible. D'accord, ok, c'était ça ce que je j'arrivais pas trop à comprendre. Eh ben, mais en tout cas, ouais, c'était très intéressant. Bon, après, voilà. Mais franchement, ouais. Euh, parce que, mine de rien, comme tu as dit, ouais, Averroès, il avait un énorme impact sur la philosophie occidentale, même du monde musulman. Mm. Et franchement, ouais, c'est intéressant. Mais je ne saurais pas trop en dire plus parce que c'est pas ma spécialité, la philosophie, et je laisse à des gens qui sont peut-être bien plus spécialisés que moi pour en dire des commentaires. Mais franchement, c'était très intéressant, en tout cas. Ah ouais, merci, ça fait plaisir. Je suis content que tu sois venu. Et j'ai changé la conférence, je dis ça soit dit en passant, après on va débattre avec les autres, mais j'ai changé la conférence sur la Turquie et on va parler des Bektashi, hein, mais ce sera très court, mais je découvre le sujet, je vais faire un rapide compte-rendu, mais très intéressant aussi. C'est un sacré bazar. On va pas Ah épiloguer. oui, c'est un sacré bazar, en effet. Megumi, mon aristotélicienne non avouée. Béchamel, mon inquisiteur non avoué. Fight, mon weeb avoué. Ah, l'Averroès, c'était un immonde hérétique, il fallait le mettre au bûcher.
Ah, il était pas chrétien après. T'es pas chrétien du tout, hein, voilà, c'est encore Ah dans non, c'était même un juriste, c'est un juriste néoplatonicien musulman. un peu, comment Ah, dire? pas vraiment, hein. Il est Ouais, mais étrange. sa conception d'intellect, ses différents d'intellect actif, non, je sais plus comment il appelle ça, mais Oui, mais on s'entend, c'est pas grave si vous confondez les termes, on s'entend, quoi. c'est vrai Il y a que 2 les débuts de la conférence étaient très abstraites, même un peu trop pour moi, Ouais, je malgré peux que comprendre. En j'ai gros, je compris le rappelle, mais début. pour lui, il y a 2 intellects. Il y a l'intellect agent et matériel. L'agent, lui, il extrait du particulier l'universel et l'intellect matériel, qui porte mal son nom, lui, il peut penser les intelligibles, donc les concepts, en gros, pour le dire simplement. Mais j'ai aussi une question concernant la querelle entre l'Union et Clam. Oui. Euh, Concernant avec, et là c'est purement, comme tu l'as dit, Saint Thomas d'Aquin, il dit que, bah, tu as dit qu'il a évolué dans un contexte chrétien, donc Bien forcément il a sûr. eu des thèses qu'il a évolué dans la chrétienté. Mais concernant Averroès, concernant cette, comme tu dis, la dualité entre l'âme et le corps, est-ce qu'on peut aussi trouver ça comme une incidence par rapport au fait qu'il a évolué dans un contexte musulman? Parce que je sais que nous, en islam, on pense que le corps et l'âme, c'est quelque chose qui sont deux séparés, mais qui sont interdépendants ou voilà. Et, euh, et est-ce que tu Oui. penses que ça aussi, ça peut être, il a pu être influencé par ça? Alors oui, beh, je l'ai dit en début de conférence, j'ai pas du tout parlé de la vie d'Averroès, on pourra le refaire une autre fois parce que c'était pas le sujet, c'était un peu d'arriver au Oui, oui, 15e bien sûr. assez vite. Mais en fait, ce que j'ai rappelé, c'est qu'il faut pas non plus en Occident, on en a fait un martyr de la raison. Le moment où il a été inquiété, c'était bon, on va dire que Almohad ou Almoravid, Almohad, oui, c'est ça. Ils étaient bon, c'était des radicaux et il a été inquiété que peu de temps. Donc c'est pas vraiment, Oui, faut pas non plus en faire un Voltaire dans un cadre musulman parce que c'est pas du tout le cas. Il s'est beaucoup intéressé au Coran, et il a beaucoup cherché oui, hein. à faire concorder sa philosophie au Coran. Donc oui, totalement, la conception d'Averroès, elle est pas. En fait, dans la querelle Averroès-Thomas d'Aquin, indirectement, il y a une querelle philosophique, mais on peut pas l'abstraire de son contexte musulman et de son contexte Oui, oui, chrétien, bien bien sûr. sûr. Puis Je même, pense qu'en Ok, fait, ok. l'école mutazite est trop radicale dans leur rationalisme, il me semble. Euh, voilà. Parce qu'en fait, euh, indirectement, Averroès, il critique les néoplatoniciens arabes comme Avicenne, mais il retombe dans le platonisme. C'est ce que Thomas d'Aquin lui reproche. Et donc, indirectement, le platonisme est beaucoup plus compatible avec la théologie musulmane sunnite que l'aristotélisme. oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il s'est fait beaucoup d'écrits justement à cause de son anti-platonicisme dans le monde musulman, d'ailleurs. Et c'est ça qui est paradoxal, et je trouve que la critique de Thomas d'Aquin est vraiment intéressante parce que Averroès critique ouvertement Platon, et Thomas d'Aquin lui reproche en fait de retomber dans le platonisme. Et Thomas d'Aquin a un peu raison en fait, indirectement. Oui, c'est Comment ne vrai. pas bref. Mais ça, oui, voilà, mais tu vois, c'est intéressant. Franchement, ouais, c'est intéressant de réfléchir sur ces questions-là. Et oui, franchement, oui, c'est ouais. Mais je sais pas quoi dire parce que vraiment, c'est pas ma spécialité, franchement. Ah ouais, t'inquiète, Ah on là là. va parler d'autres choses après, moi mais Megumi, je suis déçu que tu puisses pas réagir, je voulais t'entendre. Tribun aussi d'ailleurs si tu veux, même Zertor, enfin tout le monde, hein, Spook, allez-y, hein. Arrête, je suis content que ça t'ait plu vraiment, que tu sois intéressé, moi, je t'avoue que moi je suis tombé dedans il y a pas longtemps, c'est fini là. C'est fini, c'est fini là. Ah, mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce genre de sujet. À la base, honnêtement, je voulais vous dire, je me suis dit, parce que Libera, je connais un peu, je connais bien un peu, à peu près bien ses travaux, et je me suis dit, bon, la Collège Universo, je vais picorer dedans pour introduire au néoplatonisme, et je l'ai dévoré d'une traite, et c'est fini, là, c'est fini, voilà. C'est fini, voilà. Alors, selon Averroès, justement, il évoque que dans son appréhension, la culture influence comment on interprète la. Oui, c'est ça, exactement, en fait, parce que lui, en fait, pour lui, il y a une immanence de l'intellect matériel qui n'est pas du tout liée à une corporéité en fait, qui n'est pas du tout dans l'homme. Donc c'est là-dessus, au fait, que Thomas d'Aquin l'attaque, parce que cet intellect matériel, c'est un peu platonicien, puisque il n'est pas restreint à l'homme en tant qu'individu, alors que Thomas d'Aquin, pour lui, il l'est. Mais d'ailleurs, sauf erreur de ma part, dans cette conférence, tu n'as pas abordé le sujet de la conception qu'Averroès avait de Dieu.
Alors, j'ai pas Non, écouté. non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, C'était ok. vraiment purement. En fait, c'était centré sur la querelle des universaux, puisque après, on va lâcher la querelle des universaux. Et comme ça, on a un bon cadre pour aborder Pic de la Mirandole. Parce que Pic de la Mirandole, je l'ai dit brièvement, a étudié auprès de grands maîtres avéroïstes italiens, qui étaient encore très populaires au XVe siècle, hein. Vu que Mhm. l'avéroïsme était devenu un peu enfin, l'avéroïsme et donc Aristote était devenu le cadre culturel, philosophique de base, quoi. Via Thomas d'Aquin aussi, hein. L'avéroïsme via Thomas d'Aquin, vous m'avez compris, hein. Exactement. Non, mais c'est exactement ça, Fight, en fait. Tout à fait. Donc, pour Averroès, l'intellect séparé porte bien son nom, puisque, ben, comme Platon, en fait, ça joue un peu le rôle des réminiscences chez Platon. Il est là, mais indépendamment de. Voilà, en fait, c'est juste les questions qui changent, mais il est là, lui, quoi qu'il arrive. Alors, pour Thomas d'Aquin, c'est pas exactement ça, puisque cet intellect est indirectement lié au corps. Que même une fois le corps mort, cet intellect est censé revenir dans le corps. Donc, bref. Vous avez compris qu'il y a aussi cette question que, via cette question de comment on aborde la connaissance, c'est intimement lié aussi aux visions divines une fois la mort, quoi, une fois la mort du corps. Donc, ça a aussi des implications théologiques assez lourdes. Bref, C'est j'arrête ça parce que qui est sinon. intéressant. En fait, parce que, comme tu dis, on a une vision maintenant aujourd'hui de la rationalité contre la foi, contre la théologie, etc. Et en fait, comme tu dis, ben, en vrai, la philosophie, dans ce cadre-là, ben, ça fait une sorte de continuité avec la théologie. C'est Mais intéressant. totalement. Honnêtement, moi je suis vraiment très réactionnaire là-dessus. Je suis vraiment un caddie de Cordoue. Moi, je pense que la Mm. philosophie a vraiment atteint son plein potentiel quand indirectement elle est liée à des questions théologiques. D'où le fait que l'Église catholique est toujours poussée à fond dans le sens de la scolastique, tout Ah simplement. oui, oui, oui. Qui a tout. L'islam Enfin, l'a pas fait d'ailleurs. C'est pour ça de qu'il qui? commence à s'étouffer. De qui? Non, je J'ai pas parlais de entendu. l'islam. L'islam, lui, il a zigouillé les philosophes, quoi. Enfin, plus ou moins Ah, c'est intellectuellement. compliqué, c'est compliqué. Alors, si je peux répondre, Vas-y, vas-y. euh, Ton domaine. concernant le domaine de la philosophie, en fait, c'est que c'est pas la question du fait que l'islam a zigouillé les philosophes, mais que la philosophie, en fait, à fur et à mesure, s'est fusionnée de manière manière étroite que, en fait, pendant, à un moment donné, on ne savait plus faire la différence entre la philosophie et la théologie. Euh, un exemple, hein, mais j'avais évoqué dans les messages là, en dessous de la conférence, j'avais évoqué Ibn Taymiyyah. Et, euh, et en fait, Ibn Taymiyyah, il fait purement de la théologie, mais dans sa théologie, il utilise énormément d'arguments philosophiques. Euh, et en fait, c'est pas le fait que l'islam a tué les philosophes, mais disons que la philosophie c'est tellement lié de manière vraiment étroitement liée que ben, la philosophie est devenue la théologie, en gros. Et voilà, c'est bizarre. C'est assez bizarre comme développement. Là où en Occident, justement, tu as eu vraiment une séparation entre la philosophie et la foi, la théologie. En islam, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, tout a été extrêmement lié, etc. Donc, non, c'est pas une question de la mort de la philosophie, mais plus une fusion de la philosophie et la théologie. Et quel problème ça posait à l'islam, du coup? Enfin, dans les mondes musulmans, il y avait des contradictions doctrinaux entre la philosophie En- et le Le doctrine problème, islamique. le problème que ça pose, c'est que le problème que ça pose, c'est un problème de stagnance. C'est-à-dire que quand tu as donc ces deux domaines-là qui se sont fusionnés, en fait, c'est que la philosophie en islam, elle n'est que quand il y a des divergences théologiques. Bah, par Mm. exemple, comme je vous l'ai dit, avec Ibn Taymiyyah qui réfute les soufis qui réfutent Ibn Taymiyyah, il y a eu des importants débats à la fois philosophiques et théologiques là-dedans, hein. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah a justement rejeté la théorie des universaux, etc. Bon, bref, voilà. Et mais le problème, c'est que quand tu as donc un accord de consensus ou un accord de majorité, ben en fait, la réflexion profonde, elle ne vient pas. Et, comme elle ne vient pas, donc t'as pas
une émulation de la philosophie. Et c'est ça qui peut poser problème si la philosophie devient théologique. Mais les autres, mais concerne, parce que en fait, pourquoi la philosophie s'est très bien développée dans le monde islamique pendant un moment, c'est parce que dans un moment dans le monde islamique, ben il y a eu une construction. T'as eu une construction, t'as eu une volonté de vouloir prendre une voie claire, etc. Et donc forcément, ça a entraîné des débats, des débats et des débats et des débats. Mais dans un monde musulman qui s'est construit, qui a stagné, qui est resté là, eh bien, il n'y a pas eu de réflexion profonde. Il y aura eu un bref retour de la philosophie islamique pendant le 20e siècle avec le choc colonial, mais ça a très vite mal fini avec les frères musulmans, comme vous voyez. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, voilà. et ça, je vais en parler avec la conférence avec l'Égypte. Vous allez voir, c'est intéressant. Mais voilà, et donc c'est ça que ça pose comme principalement comme problème. Donc voilà. Mais dire qu'il y a eu une intention de la part des autorités religieuses de tuer la philosophie, non. Puisque en fait, bon nombre de philosophes étaient bien eux-mêmes des autorités religieuses. Hein. Averroès, il a longtemps été juriste, hein, par exemple, il me semble, dans Al-Andalus. Hein. Il a longtemps été juriste, Oui, longtemps été totalement. hein. Euh, donc, et je pense qu'Avicenne aussi, il a été lié à ça aussi. Ouais, Donc, Avicenne, je sais pas, juriste peut-être, mais il était médecin aussi comme Averroès. C'est même voilà. la philosophie est très médicale. La shifa, c'est la guérison, et ça vient d'Aristote. Donc, de toute façon, à Voilà. l'époque, il n'y avait pas de séparation dans ce qui était connaissable, quoi. Toute connaissance pouvait être. Enfin, il n'y avait pas de séparation stricte entre domaines de connaissances. Oui, c'est ça. C'est la belle époque. Et oui. Et donc voilà. Donc c'est beaucoup plus nuancé, en tout cas, comme conclusion. C'est l'Orient Après, compliqué, comme d'habitude. ouais, non, mais c'est très compliqué. Puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la philosophie apparaît pas. J'hésite à en parler, mais j'en parlerai peut-être parce que je suis tombé sur des thèses assez exceptionnelles, très récentes sur les néoplatoniciens, mais je vais pas m'égarer. Mais en fait, la philosophie dans le monde islamique n'apparaît que lors du mouvement de traduction sous le califat abbasside, techniquement, on va Oui, dire. Et donc, en fait, tout explose d'un coup. Et c'est aussi très lié au monde perse au début, Avicenne, oui, voilà, etc. Euh, donc voilà, voilà. Bref, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est. Après, j'ai l'impression que la philosophie n'a pas eu la même histoire dans le monde musulman que dans le monde chrétien, où il n'y a pas eu justement ce Thomas d'Aquin musulman qui aurait fait cette synthèse et qui aurait, on va dire, halalisé la philosophie, hein, pour rigoler. le problème, c'est que c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des Thomas d'Aquin, mais en fait, pour chaque doctrine, il y a eu un Thomas d'Aquin. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Tu vois, pour moi, mon Thomas d'Aquin, c'est Ibn Taymiyyah, tu vois ce que je veux dire. Voilà, hein, mais Oui, pour les autres trucs, c'est d'autres personnalités, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est aussi lié au développement, encore une fois, comme je te l'ai dit, au développement des divergences théologiques, etc. Et voilà, en fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que c'est l'Orient compliqué. oui. Euh, En gros, voilà, c'est ça. Mais en effet, oui, c'est vrai que, contrairement dans le monde chrétien, oui, il n'y a pas eu ce développement qu'il y a eu dans le monde musulman. C'est vrai que c'est. Et il y en a qui le déplorent d'ailleurs. Hein. Beaucoup de Ouais, il y a musulmans pas le eu déplorent. de, par exemple, contrairement à la chrétienté, chez les musulmans, il n'y avait pas de père de l'islam. Il y a eu des pères et Adam, mais pas de père de l'islam, quoi. Là, on dérape. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, si, ils ont un peu ça avec leur histoire de hadith et de madhab, donc d'école juridique, mais c'est pas la même chose. Ouais, Oui, avec les Malikites, les c'est Hanafites, ça. etc. Oui, Après, là, ouais, c'est un peu ça. plus théologie et droit que théologie et philosophie pour le coup. Oui, c'est Oui, c'est ça. ça. Et de toute façon, voilà, on va pas faire d'Averroès à martyr, mais c'est vrai que beaucoup de philosophes, on va dire que dès que la philosophie est un peu mis au-dessus en islam, c'est plutôt mal vu. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y a eu c'est vrai qu'il y a eu une inquiétude par rapport à ça, des pouvoirs hein, en place d'ailleurs, hein, qui n'aimaient pas trop le fait de placer, parce qu'en fait, ça serait vu comme une sorte d'arrogance en fait pour Oui, oui, beaucoup de c'est ça. théologiens.
Et c'est pour ça d'ailleurs que les travaux d'Averroès ont longtemps été décriés d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, je voulais te demander, parce qu'aujourd'hui, on en parlait un peu avec Megumi, mais qu'est-ce que pense le monde musulman d'Averroès? Parce qu'après sa mort, il n'a pas vraiment eu. Enfin, c'est plus en Occident, justement, qu'il y a eu un avéroïsme et qu'il a été très populaire. Parce qu'en Orient, il a très vite été un peu mis sous le tapis ou voire mal vu, hein. En fait, c'est que oui, alors, en fait, Averroès, il est dans le monde musulman, c'est très inconstant. Au cours de sa vie, il a eu un succès. Il a eu un succès immédiat, hein, il a eu un succès. Et comme tu dis, pendant un moment, par contre, il a été très fortement décrié Oui, oui. par justement l'arrivée des Almoravides et Almohades. Euh, Et oui, c'est vrai que pendant un temps, les travaux d'Averroès après que les Almohades et Almoravides se sont passés, il y a eu une sorte de décriage des travaux d'Averroès. Et en fait, c'est assez tardif que là, le monde musulman s'est dit, ah, en fait, les travaux d'Averroès, c'est pas si bête. Et, euh, et en fait, petit à petit, il y a eu une remise en valeur des travaux d'Averroès par une partie du monde musulman. Et, euh, et maintenant, bah, tu as certains philosophes musulmans t'as certains musulmans qui veulent remettre en valeur les travaux d'Averroès. Voilà. Bah, je sais, Et voilà. D'accord. Bien. voilà. Mais il partit, hein, mais les conservateurs, par contre, comme les salafis, hein, par exemple, eux, ils sont beaucoup plus réticents en fait par rapport à Averroès, justement dans ses idées philosophiques par rapport à la foi, etc. Mais après, attention, maintenant dans le monde musulman, on reconnaît la valeur philosophique d'Averroès. Attention, hein, la valeur qu'il a Ouais. apportée. Oui. Mais concernant ses travaux, euh, c'est pas, il y en a qui décrit, il y en a qui ne décrit pas. Enfin, c'est assez nuancé. Est-ce que Tariq Ramadan a lu Averroès, hein, voilà. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout. Ça m'étonnerait pas du tout d'ailleurs qu'une partie par exemple, des élites fréristes musulmanes euh, seraient des admirateurs d'Averroès, hein. Je pense sincèrement que partie. Je vais peut-être étudier là-dessus d'ailleurs. Euh, Intéressant. Megumi, je ouais, suis c'est déçu que je intéressant. puisse pas parler, hein, honnêtement. Megumi, toi qui es, voilà, mon aristotélicienne, mon Alexandre d'Aphrodise à moi tout seul, voilà. Tribun, pareil, toi qui adores, dès que indirectement ou pas, c'est un lien avec l'islam, mais je pense que la partie philosophique t'intéresse moins, mais si jamais tu veux réagir, n'hésite pas, hein. Idem pour Zertor, Spoke, Fight, il m'a déjà tout dit par écrit et il me régale. Et s'il veut prendre la parole, il a le droit. Ouais. Ah ouais, mais Le pourtant tu marié, arrives à parler tout à l'heure, Megumi, qu'est-ce qui s'est passé? Il va parler, tout à fait, normalement. les paroles sont caduques, c'est fini. C'est Saint-Denis, on recrée un serveur, déjà il rajoute ces trucs, bref. Ah, tu as froid? Ah, tu as de la Ah, la fièvre? crève. Ah, mais c'est vraiment, fulgurant alors, hein. C'est le covid long, hein. Fais gaffe. Bon. Ah, d'ailleurs, j'ai peut-être une, Ça j'ai- ressemble au cancer fulgurant, quoi. ouais, mais j'ai peut-être une théorie là-dessus. Je pense que le fait que le confinement, je pense qu'il a détruit notre système immunitaire dans un certain moment, je pense, hein. J'ai une théorie là-dessus. Mmh. Surtout le Ouais. vaccin, oui, qui l'a détruit, en soi, le Oui, confinement. Bah, écoutez, chers amis, avant qu'on discute de sujets non autorisés par l'arc républicain, je crois qu'on va peut-être couper le bot, si à moins que quelqu'un ait une question, une remarque, une dernière qu'il a envie de formuler, à l'oral. Sinon, je pense qu'on peut couper. Je crois que Zertor est dans les barbelés. Tribun, tu ne te manifestes pas du tout, ni à l'écrit ni à l'oral, donc je sais pas quoi penser. Si tu m'écoutes. t'as eu qu'une Donc chouette, finalement. Oui, un voilà. hibou. Voilà. Donc si personne n'a n'a rien si personne n'a rien à rajouter, je pense qu'on va couper. Ah bah écoutez, allons-y. Moi, je fais un plaisir en Allez, tout on cas. coupe le général, s'il vous plaît.